à tous. Je ne suis pas aussi courageuse que mon prédécesseur, donc je vais présenter en français. Je n'ai pas prévu de présenter en arabe. Tout d'abord, je tiens à remercier monsieur le professeur Bousfiha pour ces journées extraordinaires, donc, dans lesquelles il rassemble plusieurs spécialités, pédiatres, cliniciens, différentes spécialités, immunologistes. Et donc il m'a confié ce sujet, HLA et sclérodermie. On travaille sur la sclérodermie avec la corrélation immunoclinique dans le cadre du laboratoire de recherche l'IFIA, donc à la faculté de médecine. Et on prévoit d'avancer ces recherches et de faire même des recherches et du typage HLA pour les malades marocains. Donc la sclérodermie systémique, c'est une maladie auto-immune rare. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il faisait partie des maladies dites orphelines. C'est l'une des maladies les plus invalidantes, les plus faciles à diagnostiquer à un stade avancé, mais également les plus difficiles à traiter à ce jour-là. Donc, elle associe, si on veut, une triade clinique et biologique. Donc, d'une part, il y a la fibrose qui touche essentiellement la peau, mais qui peut toucher également les organes profonds, donc notamment le poumon, le tractus gastro-intestinal et même le cœur, qui est caractérisée également par une vasculopathie non inflammatoire, dont la manifestation clinique la plus importante, c'est le phénomène de Raynaud, qui est une manifestation clinique pratiquement constante de la maladie. Elle est présente dans une fréquence supérieure à 80% des malades et qui est la manifestation le plus souvent inaugurale et qui peut précéder de longtemps, donc l'atteinte cutanée et organique. Et il y a également des désordres immunologiques spécifiques, donc la présence d'auto-anticorps spécifiques de la maladie, notamment les anti-SL70 ou anti-topoisomérase, les anti-centromères et les anti-RNA polymérases. Il y a également la présence d'autres auto-anticorps dits non spécifiques, les trois spécifiques parce qu'il y a une corrélation entre la clinique et ces auto-anticorps. Comment on fait le diagnostic de la sclérodermie systémique? Bien sûr, comme toutes les maladies de système et toutes les maladies auto-immunes, le diagnostic est fait sur un ensemble de critères. Il y a les critères ACER 1980, il y a eu dernièrement les critères ACER-EULAR 2013 et tout dernièrement les critères VIDOS qui permettent un diagnostic très précoce avant l'apparition de ces signes, de cette fibrose cutanée, donc dans lequel le diagnostic devient un diagnostic qu'on fait à l'œil nu dès que le malade franchit la porte de la salle de consultation. Mais les éléments essentiels pour poser le diagnostic de cette maladie, c'est le phénomène de Raynaud. Donc, comme on a dit, fait partie de la triade qui caractérise la maladie, avec ses complications, donc les nécroses pulpaires, et ces anomalies à la capillaroscopie où on a donc des mégacapillaires avec des zones avasculaires par endroits. Et il y a la sclérose cutanée, donc essentiellement la sclérodactylie. L'objectif, c'est de poser le diagnostic, avant l'installation de la sclérose proximale et les désordres immunologiques qui font partie également de la triade qu'on vient d'avancer. Donc, la sclérodermie systémique, on la classe grossièrement en deux grandes classes, la sclérodermie systémique à forme cutanée limitée et la sclérodermie systémique à forme cutanée diffuse. Donc, dans la forme cutanée limitée, on a une atteinte cutanée qui se limite en distal, donc les avant-bras, les pieds et les jambes. Dans cette forme, on a moins de complications viscérales et le pronostic est meilleur et elle est caractérisée essentiellement par la présence d'anticorps anticentromères. De l'autre côté, il y a la forme cutanée diffuse, où on a une atteinte cutanée qui est diffuse à tout le corps, où on a un phénomène de Raynaud qui, avec un intervalle très court entre l'apparition du phénomène de Raynaud et de l'atteinte cutanée, où on a beaucoup plus de complications viscérales, notamment la fibrose pulmonaire et l'hypertension artérielle pulmonaire, avec un pronostic qui est plus péjoratif. Donc voici un tableau résumant un petit peu la corrélation entre les différents anticorps avec les différentes manifestations cliniques, notamment les anticorps anticentromères qui sont corrélés à une forme cutanée localisée avec moins d'atteinte viscérale et les anticorps anti-topoisomérase qui sont corrélés avec une forme cutanée diffuse et beaucoup plus de complications viscérales, notamment la fibrose pulmonaire et les anti-RNA polymérases qui caractérisent surtout la sclérodermie systémique avec manifestation rénale. Alors,
ce qui caractérise cette maladie, c'est sa grande hétérogénéité. C'est une maladie qui est très hétérogène et très variable en fonction de l'ethnie. On note une très grande variation au niveau de la prévalence, au niveau du phénotype de la maladie et même au niveau des caractéristiques immunologiques. Et ceci laisse suggérer l'intervention d'un facteur génétique dans la genèse de cette maladie. Par rapport à la prévalence, regardez, donc on voit que la maladie est plus fréquente chez les Noirs que chez les Blancs dans les États-Unis, avec une présentation clinique qui est également variable. On voit qu'elle est plus grave chez les femmes noires, donc qui présentent une forme diffuse. On a vu que la forme diffuse est associée à plus de manifestations systémiques et c'est avec un pronostic péjoratif, et avec un âge assez jeune chez les femmes noires par rapport aux femmes blanches, toujours aux États-Unis. Donc la différence ethnique concernant les auto-anticorps, regardez, donc on a les anticorps anti-topoisomérase qui sont fréquents, donc aussi bien qui sont aussi fréquents que les anticorps anticentromères chez les hispaniques. Chez les noirs, toujours aux États-Unis, on voit que les anti-topoisomérases sont plus fréquents que les anticorps anticentromères. Donc ça rejoint ce qu'on vient de dire, que les noirs ont une forme clinique plus diffuse et avec une manifestation viscérale très importante. Chez les blancs, c'est le contraire, c'est les anticentromères qui sont les plus fréquents. Chez les Choctaves, les Indiens des États-Unis, on a également les anticorps anti-topoisomérases qui sont les plus fréquents, et de même chez les Japonais. Donc, qu'en est-il du système HLA et les maladies auto-immunes? Ça a été dit depuis le début de cette matinée. On sait que les maladies auto-immunes, dans toutes les maladies auto-immunes, il y a le facteur génétique, il y a une composante génétique qui joue un rôle très important dans la physiopathogénie de cette maladie. C'est vrai qu'il n'y a pas de modèle obéissant clairement aux lois de Mendel, donc on ne peut pas dire que ce sont des maladies héréditaires. Un sujet qui a une maladie auto-immune, ça ne veut pas dire qu'automatiquement sa descendance aura une maladie auto-immune. Mais il y a une prédisposition génétique. Et c'est vrai, on le sait tous, que ces maladies ont un déterminisme qui fait intervenir plusieurs gènes à différents loci. Donc, le rôle de HLA, ça a été dit. On sait qu'il joue un rôle très important dans la physiopathogénie dans ces maladies. D'une part, parce qu'il joue un rôle dans la constitution du répertoire T au niveau du thymus, et d'autre part parce qu'il joue un rôle dans la présentation de l'antigène au lymphocyte T, ce qui va déclencher toutes les réactions inflammatoires et immunitaires qui vont s'en suivre. Donc voici un schéma résumant un petit peu la physiopathologie de la sclérodermie systémique. Donc il y a un facteur environnemental qui va venir agir sur un terrain génétique prédisposant, donc HLA ou non HLA, et ceci va, avec l'intervention du système HLA dans la présentation de l'antigène au lymphocyte T, et toutes les réactions qui vont s'en suivre avec la production de cytokines, production d'auto-anticorps pour aboutir à la fin à la fibrose cutanée et même à la fibrose organique avec toutes les manifestations cliniques qu'on voit dans la sclérodermie. Alors, quel HLA dans la sclérodermie? En fait, on sait que dans les maladies rhumatismales comme dans les maladies auto-immunes, c'est admis certaines associations entre certains HLA, aussi bien de type 1 que de type 2, en association avec ces maladies. Par exemple, dans la spondylarthrite ankylosante, c'est admis, le HLA B27 est un élément prédictif de la spondylarthropathie. Ça fait même partie des critères, indépendamment de l'ethnie. C'est un des critères diagnostiques de la spondylarthropathie. Dans la sclérodermie, il faut dire que les données sont très contradictoires. Il y a certainement plusieurs polymorphismes dans la région HLA qui sont liés à une susceptibilité générale à la maladie. Dans la littérature, il a été noté que certains types HLA sont associés à une prédisposition générale à la maladie. Certains types prédisposent généralement à la maladie, alors que d'autres sont fortement associés à certains sous-groupes. Par exemple, certains HLA est plutôt associé à la fibrose pulmonaire, d'autres est plutôt associé à la crise rénale aiguë. Également, par rapport à l'ethnie, il y a certains types HLA qui ont été décrits comme associés à la sclérodermie indépendamment du groupe ethnique, alors que d'autres sont plutôt associés à un groupe particulier dans la population. On va voir ça un petit peu dans les détails. Alors, quel HLA dans la sclérodermie? Voici un article qui a été publié en 1982. Et dans les résultats,
vous allez voir, on a dit que les données sont contradictoires. Donc, les résultats de cet article, c'est qu'il n'y avait pas de différence significative entre les malades et les contrôles dans l'association HLA de type A et de type B. Par contre, on a trouvé que le DR1 était plus fréquent chez les malades que chez les contrôles, avec une différence qui était significative. Le DR3 et le DR5 qui étaient décrits jusque-là comme les HLA les plus associés à la sclérodermie étaient moins fréquents dans cette étude. Mais on a noté que le DR3 était plutôt associé à un sous-groupe qui est atteint d'une fibrose pulmonaire, avec le DR4 qui était un élément protecteur parce qu'il était diminué dans ce groupe qui a présenté la fibrose pulmonaire. Par rapport aux auto-anticorps, on a trouvé qu'il y avait une corrélation, une association assez fréquente entre les DR1 et la production d'auto-anticorps. Et cette étude n'a pas également confirmé l'association qui était décrite avec l'haplotype B8 DR3 ou l'antigène DR5. Donc vous voyez la contradiction parce que les résultats diffèrent d'une ethnie à l'autre. Donc, dans la littérature, les HLA les plus décrits en association avec la sclérodermie sont le HLA DRB1, le DQA1 et le DQB1 chez les blancs et les hispaniques. C'est pratiquement les mêmes avec les allèles différents. Donc, en 04, 05, 01, 03, 01 chez les blancs et les hispaniques. Chez les noirs, il y avait plutôt le HLA DRB1 08, 04, le HLA DQA1 05, 01 et le DQB1 03, 01 chez les noirs. Par rapport à l'association aux anticorps, il y avait le HLA DQA1 05, 01 qui était plus associé à la production d'anticorps anticentromères, donc plus associé aux formes cutanées limitées. Et le HLA DPB1 1301 était plus associé à l'anticorps anti-topoisomérase, donc plus à la sclérodermie à forme cutanée diffuse et avec manifestation viscérale. Et là, c'est la corrélation entre le HLA et la production, donc le HLA et les auto-anticorps. Donc la même chose, sauf que là, il y avait également le HLA DPB1 1301 qui était plus corrélé à la production d'anticorps anti-topoisomérase avec donc les formes cutanées diffuses. Une autre étude, donc là, c'est une étude portant sur 200 malades, à peu près 200 malades et 300 contrôles. Et les résultats de cette étude, donc là, l'objectif de cette étude, c'est d'essayer d'établir et de démontrer le rôle du complexe majeur d'histocompatibilité, notamment le HLA-DP, dans la production des auto-anticorps, et d'établir également la relation clinique et les associations cliniques, la corrélation entre la clinique et les auto-anticorps. Les résultats de cette étude. Donc, le fait marquant de cette étude, c'est la grande association du HLA. La flèche. Je ne trouve pas la flèche. Avec pointeur, oui. Donc, le fait marquant de cette étude, c'est l'association, la grande association du HLA-DP B1 1301 avec la présence d'auto-anticorps anti-topoisomérase. Regardez le P, il est très significatif. On a également noté une association de ces anticorps anti-topoisomérase avec le HLA-DR5, donc le DRB1 1101, qui était également significative. Et l'autre fait marquant, c'était l'association du HLA-DR4 avec la production d'anticorps anticentromères, de même que le HLA-DR8. L'autre résultat de cette étude, c'est la corrélation entre la clinique et la présence d'auto-anticorps. Donc, comme on a dit, les anticorps anti-topoisomérase, qui étaient plus associés aux formes cutanées diffuses avec une fibrose pulmonaire. Voilà, avec un P très significatif. Donc, une autre étude qui est plus large cette fois-ci, donc qui a porté sur 1800 malades.
avec 3400 contrôles. Donc chez ces malades, on a génotypé le HLA pour voir quelle corrélation entre le HLA et les différentes manifestations cliniques ainsi que les auto-anticorps. Et là aussi, donc là c'est les caractéristiques cliniques. Vous voyez, c'est une étude qui a rassemblé plusieurs ethnies, donc il y avait plusieurs ethnies. Et là, les caractéristiques de ces malades, le fait marquant, c'est là aussi la grande association qui est significative entre le HLA-DP B1 1301 avec la production d'anticorps anti-topoisomérase et avec la forme clinique cutanée diffuse avec plus de manifestations viscérales. Alors, la crise rénale aiguë, on sait que c'est une manifestation qui est assez rare dans la sclérodermie systémique, mais c'est un élément diagnostique très important. Ça peut être mortel dans l'immédiat si on ne pose pas le diagnostic. Parmi les gènes HLA prédisposant à cette crise rénale dans le cadre de la sclérodermie systémique, il y a le HLA DRB1 0407 et le HLA 1304. Donc, cet article qui démontre cette association. Donc, parmi les résultats de cette étude, donc, on a confirmé, c'est la première étude qui a confirmé en fait l'association du HLA le HLA DR0407 et le 1304 avec le risque de crise rénale aiguë dans le cadre de la sclérodermie. Et regardez, donc le risque chez les malades positifs, pratiquement 50% des malades ont développé une atteinte rénale, avait une positivité des anticorps anti-RNA polymérase avec une atteinte rénale et c'était avec une forme également clinique cutanée diffuse. Donc le HLA B35 cette fois, donc le type 1. Cette étude a porté sur un assez grand nombre de malades là aussi. Et là, le résultat de cette étude, c'est que le HLA B35 contribue, donc favorise l'apparition de l'hypertension et associée d'une manière associée à l'hypertension artérielle pulmonaire. Mais en fait, l'association dans cette étude n'était pas vraiment significative. Le HLA-G dans la sclérodermie systémique, en fait, le HLA-G dans la sclérodermie systémique apparaît comme un élément protecteur, puisque chez les malades qui étaient porteurs qui étaient suivis pour sclérodermie systémique, chez qui on a typé donc le HLA-G, on a trouvé que le HLA-G était diminué chez ces malades. En fait, les études ont montré que chez les malades qui ont une activité très importante de la maladie, avaient un HLA qui n'était pas augmenté dans le sérum. Pourquoi? Parce qu'apparemment, donc, le gaz, le monoxyde d'azote favorise la... Comment dire? Favorise la... Le gaz de monoxyde d'azote, il favorise la solubilité, si vous voulez, du HLA-G par les protéolytiques et les métalloprotéases. Donc le fait que le HLA-G soit diminué dans le sang, ça veut dire que le monoxyde d'azote est diminué également dans le sang. Et on sait que le monoxyde d'azote joue un rôle très important dans la vasculopathie et essentiellement dans le phénomène de Raynaud et dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Donc le fait qu'il soit diminué dans le sang, ça veut dire que ce monooxyde d'azote est diminué dans le sang, ce qui veut dire que la maladie est peu active. Donc voici un tableau qui récapitule un petit peu les différents HLA associés à la sclérodermie systémique. Donc comme j'ai dit, c'est le HLA avec la corrélation avec le HLA et les anticorps spécifiques de la sclérodermie systémique. Les anticorps anticentromères fréquents dans la forme cutanée localisée et plus souvent associés à l'HLA DQB1 la forme cutanée diffuse avec les anticorps anti-topoisomérase est surtout associée à l'HLA donc à l'HLA DRB1, DPB2 et DPA1B1. Les anti-RNA polymérases avec la crise rénale aiguë, c'est surtout le HLA 0704.
et le HLA-DP1301 qui est surtout associé à la présence d'anticorps anti-topoisomérase avec la fibrose pulmonaire et avec une forme cutanée diffuse. Alors, si on veut conclure, c'est que la relation HLA et sclérodermie, elle est bien déterminée comme la relation HLA et toute maladie auto-immune. Dans le cadre de la sclérodermie, les résultats sont très contradictoires et probablement l'origine ethnique influence ces résultats. Donc d'autres études plus larges associant plusieurs ethnies sont indispensables pour mieux comprendre cette association, pour mieux comprendre quel HLA. C'est pas comme dans la maladie cœliaque. À ce jour, il n'y a pas de typage HLA qu'on fait systématiquement quand on pose le diagnostic d'une sclérodermie. Donc, quel type d'HLA faut-il chercher systématiquement? Quelle signification? Est-ce que ça va prédire une atteinte viscérale, une atteinte plus importante? Est-ce que ça va engager un traitement préventif de ces atteintes quand on détecte cette HLA? Donc, des études plus larges sont indispensables. Merci.